Hey Richard, mec, de quoi qu'on pourrait parler aujourd'hui au podcast? Hmm. Qu'est-ce que tu dirais qu'on parle des titres à travers les années? Les sites tu vraiment faire ça comme ça? Là, il me semble que c'est vague de parler des titres à travers les années. Je veux dire, Ouais, hmm. Qu'est-ce que tu c'est dirais curieux. si on parlait... Non, j'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu en penserais? Les gimmicks. La question serait, est-ce que c'est vraiment essentiel tant que ça à la lutte? Ah, ça pourrait être pas pire. Ça serait un bon Ouais, hein? sujet. Je sais pas. Euh, non, je l'ai. De quoi? On pourrait parler des plus gros flops. Les plus gros flops, Ce toutes serait... les gimmicks puis les spots qui ont moins marché, des Oh my souvenirs qu'on god. a. Oh my god. Non, non. Oui, ça serait bon, mais je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Eureka, je l'ai. Ok. Alors aujourd'hui, au podcast Entre quatre coins d'urine avec Pierre-Luc Espantoso et Richard Adam Gagné, on parle des femmes. Ah ben oui. Ben oui. Avec la Deva Revolution qu'on a présentement, c'est une excellente idée. Oh, let's go, on parle ça, on parle des femmes. Alors, pendant que les gens nous voient en train de, plutôt, nous ont entendu faire notre brainstorming, Richard, comment tu vas aujourd'hui? Mais je vais très bien, je vais très bien. Et toi, mon cher Pierre-Luc? Écoute, j'avais très bien également. Nous sommes en train de faire un podcast sur la lutte en général, même si je sais, on traite beaucoup de la WWE, mais vu que maintenant on parle le sujet d'aujourd'hui, ça va être sur les femmes à la lutte. On va sûrement pas juste parler de WWE, on va parler également des autres fédérations, des autres promotions, même on l'espère de la NWA puis de la AWA. Mais je pense que Richard, tu n'es pas si familier que ça avec la NWA et la AWA, sans vouloir te rabaisser. Ben, je les ai connus un peu. C'est très, très, très peu. Je connais par rapport. Veux pas, dans les dernières années, euh, les femmes ont voulu prendre une place plus importante, avec raison. Fait que j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus. Donc, avec les certaines divas, women du temps passé qui reviennent de temps en temps, j'en connais quelques-unes, mais pas beaucoup. Dans ce cas-là, on va quand même mettre en préambule pourquoi le paquet d'aujourd'hui. C'est que, mis à part la Diva Revolution, disons que le respect de la femme dans la lutte n'a pas toujours été euh, n'a pas toujours été ici, n'a pas toujours été aussi respecté, n'a pas eu toujours la reconnaissance qu'elle a présentement. Puis même encore là, je trouve personnellement qu'elle pourrait encore avoir plus de reconnaissance. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a ce fameux gag, cette joke très macho qui dit euh, que la lutte est un monde, est un sport d'hommes, est un monde d'hommes uniquement, pratiquement. Et non, je ne suis pas un féministe, mais je suis ni non plus un macho. Je suis pas un gros fan de oh, gros grand homme, grand fort, puis que finalement tu lui pètes la gueule en 2 secondes, puis c'est même pas drôle en fait, tellement que ça a été facile. Ça change pas le fait que, tu sais, pendant des décennies, pas des années, des décennies, mesdames et messieurs, la place de la femme a pas été bien vue. Ça a toujours été comme une attraction de foire. Tu sais, déjà, dans pendant qu'on dit que la lutte, c'était déjà une attraction pour les foires. Et ben quand la lutte s'est distancée du cirque et que c'est devenu plus sa propre identité, là, ce sont les femmes qui, si on veut, est devenue euh, des phénomènes de foire, entre guillemets, hein, des femmes qui se battent dans un ring de lutte. What the fuck, c'est quoi qui se passe? Voyons donc, c'est le monde est est-ce que le monde va arrêter? Est-ce que le monde va exploser? Tu sais, c'était un phénomène que l'on savait que ça allait attirer, mais pas trop. Ça a pris vraiment du temps, en fait. On s'entend, la lutte, le vrai concept de la lutte, ça a commencé dans les années 20, si je ne m'abuse. En fait, pour pas te reprendre, même plus tôt que ça, oublie pas que Abraham Lincoln était déjà été champion lutteur avant d'être le président des États-Unis. Oui, effectivement. Donc, en tant que tel, ça a pris quand même plusieurs années
avant qu'il y ait vraiment une place pour les femmes. On s'entend que la création du premier titre en général de championne a été créée en 56, en Et 1956. ce serait quoi ce titre? Si je ne me trompe pas, c'était justement la NWA World Women Championship, je crois. Je peux me tromper, là. Je pense que ça ferait du sens pareil parce que même le WWE Women's Champion, ça n'a pas été pris au sérieux en fait avant les années. Ben, j'allais dire 80, mais c'est pas vrai. T'as quand même eu Fabulous Moolah qui a eu le championnat pendant très très longtemps. Pendant explicitement et précisément 10 170 jours. C'est effectivement le bon chiffre. Est-ce que tu connais également les heures et les secondes près? Non, malheureusement. Non, tu sais, Richard Adam Gagné, mon analyste, il fait les recherches à moitié. Mais il faut dire déjà en partant de dire que oh, j'ai été champion 10 000 jours. Moi, dans mon temps, c'était la lutte, là, les femmes se battaient comme des hommes. Ben, c'est quand même un exploit en tant que tel, ok? Parce que. On s'entend, ça fait 27 ans et plus. Entre 27 et 28 ans qu'elle a été championne. Fabulous Moolah, lui. Elle, oui. Fais ça aujourd'hui, voir. Non, ben, je pense que même Nikki Bella voudrait pas faire ça. Elle va vouloir être à la retraite bien avant de ses dignités Moolah. Tu sais, dans le fond, au même titre que Ric Flair, Moolah est une légende parce qu'elle a vraiment cassé les barrières. Puis ça, on parle d'une femme que, au départ, on lui a dit t'es bien trop petite, toi. Va-t'en devenir secrétaire, puis fais-toi pouponner par ton patron. C'est un autre commentaire assez relativement macho, mais qui était pour elle une motivation de devenir ce qui est aujourd'hui, devrais-je dire, la plus grande championne et la plus grande femme de la lutte. Du moins côté lutte, parce qu'on s'entend que la vision du sport a changé, la vision de la lutte a changé, comment que le sport est pris et accueilli a changé depuis tant de Moolah, mais sans Moolah, il n'y aurait pas de. Il y aurait pas tant d'importance que ça pour la lutte féminine. Effectivement. On fait juste reculer dans les années 80-90. On s'entend, la place des femmes dans la lutte, c'était d'être manager, d'être belle, puis de se taire. C'est la télévision qui le terme, mais c'est exactement ça. C'est la télévision qui demandait ça, on va pas se cacher ça non plus. C'était les exigences de la télévision. La télévision, c'est ce qui veut dire donc devant la caméra, ce qui veut dire donc devant le public, ce qui veut donc dire que l'apparence c'est important parce que c'est ce que la télé veut. Ils veulent pas mettre des personnes d'apparence plutôt moche là, à moins d'en faire une gimmick là. Ouais, on peut penser à. Je m'excuse, mais c'est ça pareil. On peut penser à China à ce moment-là. Mais China, elle a une job parce que Triple H était bien chaud avec Shawn Michaels, puis quand même, elle avait un physique impressionnant quand même. Pour une femme, c'est clair. Vince a quand même vu de l'argent en China. Ça vient dire ce que j'ai dit au début. Les femmes, ce sont uniquement des phénomènes de foire. Comme tu dis, ça a été ça durant très longtemps. Oui. Je veux dire, même début des années 2000 encore, sérieusement, si la femme avait pas des gros seins puis était pas un minimum charmante, on la voyait pas là. On peut penser à l'époque de Sable, de Sonny. Sable et Sonny, par exemple, ils ont été monstrueusement pushés par grâce surtout à Vince Russo. Je pensais que tu allais dire au pouvoir de la plume. Ben Vince Russo a quand même été pendant très longtemps le pouvoir de la plume. Alors que c'est dans le fond, en réalité, c'est un hostie pervers. Et oui, je vais peser mes mots, je vais sacrer, surtout quand je concerne Vince Russo. Je déteste Vince Russo et c'est un fucking pervers. He's a perv. Non, je te comprends totalement. Mais c'était ça pareil. Les femmes étaient là pour ça. Les gars qui étaient dans la foule voulaient voir les femmes pour ça. S'ils se battaient, il fallait que ça se batte dans la boîte.
pas Ou dans le compliqué. pudding, ou Ça a été whatever. vraiment ça durant très longtemps. Mais tu Et, sais... la, Ah, et excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais pas te couper. pas grave. Mais, et puis moi, personnellement, la première femme, si on parle pas de Fabulous Moolah, Mhm. mais qui a vraiment brisé le moule en étant une femme très talentueuse dans le ring et très belle malgré tout, c'est Alundra Blaze. Tu Ça vois, a été c'est ce que j'allais segwayer. Ah, c'est de parler d'Alundra Blaze. moi, ça a été la première femme sur qui j'ai tripé dans la WWE. Il Quand y a, j'avais un gros 6 ans, puis j'étais comme, oh my god, qu'elle est belle. et il y a de Puis, quoi, parce que c'était toute une athlète, c'était toute une lutteuse, et elle avait énormément d'atouts pour elle, là. elle avait beaucoup de talent et sérieusement, elle est arrivée à un moment en plus où ce que la Women's Division avait pas d'éclat. Ça lui a permis justement de faire redorer le titre. Elle l'a gardé quand même longtemps. Et malheureusement, on sait ce qui arrive ensuite. Ah, non, je voulais garder ça pour plus tard, mais je voulais surtout mentionner, en fait, avant de t'arriver à ça, c'est de parler du fait. Ça, viens-tu comment que ces storylines étaient écrites pour Alundra Blaze, alias Medusa Miss Silly? C'était toujours, elle battait une jobbeuse locale dans les Raw, parce que oui, Raw existait en ce temps-là, mais pas SmackDown. Et paf, tu mettais en valeur ta femme championne. Ce qui est correct. Ensuite vient sa grosse feud. Soudainement, elle se fait battre par peu importe contre qui elle feud, que ce soit contre Bertha Faye ou Aja Kong, pour finalement regagner le titre. C'était toujours ça le payoff. C'est malheureusement, vu que c'était toujours la même foutue histoire, puis que dans le fond, le combat de femmes, c'est souvent utilisé même aujourd'hui, soit comme bouche-trou, soit comme pour comme pour un peu ennuyer la foule avant le gros main event. Donc, tu sais, en plus de ça, tu t'ajoutes à ça la répétition. C'était stagnant, c'était prévisible. C'était pas quelque chose qui pouvait davantage attirer le public si tu savais que Alundra Blaze allait perdre sa ceinture pour finalement la regagner un mois plus tard. C'est plate parce que c'était justement de ne pas donner à César ce qui est à César. Parce qu'elle méritait d'avoir un spot d'importance. Elle méritait d'avoir des bonnes storylines. Et c'est ça qui l'a écœuré. Et c'est ce qui a mené à le fameux moment que j'ai parlé un petit peu Ah, tantôt. ah, ah, ah. Je te laisse l'honneur. Je te laisse l'honneur. Pour ceux qui connaissent déjà de base l'événement dont je parle, c'est arrivé durant la fameuse Monday Night War entre la WCW et la WWE. Alundra Blaze qui, justement, en avait assez de ne pas avoir d'importance et de se faire donner toujours les mêmes. Parce que non seulement c'était toujours la même storyline, mais souvent c'était toujours la même lutteuse aussi. Il n'y avait pas de rien qui rafraîchissait la, la section. C'était vraiment tout le temps la même chose. Et elle, qui quand même avait énormément de talent et avait un bon background, méritait mieux, avec raison. Et c'est à ce moment que Eric Bischoff est venu cogner à la porte d'Alundra Blaze et lui a dit qu'est-ce que tu dirais de venir travailler pour la WCW? Elle était pas sûre, elle était comment? Elle ne voulait pas. Parce que déjà, en partant là-dessus, Bischoff a eu beaucoup de couilles. Il a dit tu viens à la WCW et à ton premier soir, tu prends la ceinture féminine et tu la jettes dans les poubelles live. C'est pas tout à fait ça, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que elle a fini par accepter le contrat, mais elle lui a dit mais qu'est-ce que je fais avec la ceinture? Je vais leur remettre. Et c'est Eric Bischoff qui a fait non, 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 non. Remets-la pas. Tu as le temps pour la remettre. Avant de la remettre, amène-la avec toi. Et à la base, elle ne voulait pas mettre le titre dans les poubelles. Non, Mais parce que finalement, Eric Bischoff elle a était quand réussi même, à la con. elle était quand même reconnaissante elle était quand même reconnaissante de ce que de ce que la W a fait pour elle.
mais en même temps, c'est quand même là les conditions de son contrat. Et ce que moi j'ai cité, qui dans le fond se rejoint un petit peu nos deux. Nos deux phrases, c'est le fait que moi, ma source vient carrément de Eric Bishop, de son livre Controversy Creates Cash. Ah, elle a été un pion dans cette guerre-là. C'est ce qui est plate parce que rendu à la WCW, ça n'a pas été vraiment mieux en réalité. Elle était perdue pendant un bout. Le but d'avoir attiré Medusa loin de la W, loin de la E, c'était de vraiment faire mal à Vince McMahon. Parce que ça il a quand même fait mal à Vince McMahon de perdre euh, euh, Alundra Blaze. Et ça y a fait mal, veut pas, que Blaze ait pris la ceinture féminine puis l'ait jetée aux poubelles. Ah oui, après, suite à ça, ça a pris un bon moment avec vraiment la division. 20 ans. 20 ans, Oh. elle était blacklistée pendant 20 ans. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Par la suite, comme je dis, on parlait de Sable, on parlait de, de Sony, On qui ont parlait. ressorti que pour leur physique à ce moment-là. Ouais. Sable, Sable, oui. Au moins, Sony, elle avait du charisme. Au moins, Sony, elle a quand même appris non seulement qu'il fallait qu'elle soit belle, qu'il fallait qu'elle soit tricheuse, qu'il fallait qu'elle travaille sa foule, qu'il fallait qu'elle soit un atout pour, dans ce cas-là, pour Grant Candido ou Brian Lee quand il était pour Smoky Mountain Wrestling. Mais c'est ça, elle a appris la game. Sable, elle a appris à marier le bon gars. Ben écoute, elle avait un bon gars avant ça, mais comme le bon gars était justement un bon gars, elle décide de virer sa bestialité puis de marier la bête. Que voulez-vous? La Belle et la Bête, mesdames et messieurs, c'est dans cette histoire de La Belle et la Bête, il n'y a pas de syndrome de Stockholm. Non, c'est la bête dans ce syndrome de Stockholm. Il y a des fortes chances en réalité. Toute parenthèse, il faut quand même dire que Sable et Brock Lesnar ont 10 ans de différence. Sable étant 10 ans de l'aîné de Brock. Aïe, aïe, aïe. Et c'est littéralement pour de vrai, pratiquement Sable qui mène dans la maison. Même Brock l'a comme admis, mais. Encore dans sa personnalité, Brock, il veut juste comme pas se compliquer la vie. Fait que si quelqu'un il fait la job à sa place pour les complications, lui il est bien content, puis c'est tant mieux, puis écoute. More power to you, buddy. More power to you. Exactement. Mais c'est ça, c'est intéressant qu'on mentionne Sony et Fable qui ont été des attractions, même littéralement des quasi-têtes d'affiche pour les mêmes raisons, mais c'est quand même deux personnages qui ont des backgrounds différents pour leur monter à la gloire, si tu vois ce que je veux dire. Effectivement. Par la suite, on a eu droit à quelqu'un qui, à la base, devait recevoir le même sort que ces deux-là, mais Qui qui est finalement s'est avéré avoir un talent fou dans le ring. Qui Et qui a donc pas mal pris. C'est pas mal elle qui a fait renaître des cendres le titre de la Women's Championship. Mais de C'est qui Trish parles-tu? Stratus. Oh, c'est Trish Stratus. Stratus. Ah, elle a travaillé fort, Trish Stratus, attention, là. Elle a travaillé fort. Elle avait tout pour elle. Mais vraiment tout. Je sais pas où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais en tout cas. Ben, Qu'est-ce que tu entends par là? elle avait vraiment la beauté. Je veux dire, elle est pas devenue modèle pour rien, tu sais. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'elle a des atouts pour pouvoir. Quand je fais ça, elle a dû avoir des investissements pour faire pour devenir modèle, mais c'est des investissements entre guillemets par des prêts fournisseurs à long cours. Elle a fait des investissements sur elle-même parce que elle pouvait pas payer ses études scolaires pour, je pense, c'est pour la kinésiothérapie. Elle voulait devenir kinésithérapeute et comme elle avait pas assez de fonds pour
payer ses études. Elle s'est donc trouvé une job de modeling. La W l'a aperçu, a trouvé que ça pourrait être un peu pire d'investissement. Et ils avaient raison parce que c'est ça, je dis, elle a de très belle apparence, elle a beaucoup de charisme. Grâce à Chris Jericho et Christian, elle est capable de jouer un personnage. Elle a un talent d'athlétisme naturel. Euh, Finn Finlay, qui l'a entraîné beaucoup, l'a pas lâché. Et quand Finn Finlay te lâche pas, c'est parce qu'en quelque part, il sait qu'il y a de quoi te faire avec toi. Effectivement. Puis comme je dis, il y a eu raison. Ils ont eu raison parce que, comme je dis, Trish Stratus a vraiment été celle qui a fait renaître l'importance des femmes dans le domaine de la lutte. Et ce qui est le fun à ce moment-là, c'est que il y a plusieurs femmes qui ont pu ressortir du lot de d'autres manières. Et que là, à ce moment-là, justement, des femmes comme Sable ont dû apprendre à lutter. Et ont dû apprendre à être vraiment des combattantes. En ayant Trish Stratus qui avait un talent fou comme ça, il n'y avait plus le choix. Il ne pouvait pas plus juste se contenter d'être belle. Pas dans le cas de Trish parce qu'elle savait que elle avait une opportunité que, qu'il fallait qu'elle prenne right away. Sinon, elle-même, elle perdait son temps. Et là, juste après lire, je confirme en passant qu'effectivement, elle était à l'université pour étudier la biologie puis la kinésiologie, excusez-moi. Et c'est ça. Elle a toujours été comme. Elle était intelligente, elle n'est pas juste belle, elle était également intelligente. C'est juste que. euh, avec déjà c'est préalable. Pourquoi est-ce qu'elle refuserait une job une job qui son salaire de base atteint les 6 chiffres de l'argent puis en même temps elle sait qu'à faire le biais de la télévision elle va pouvoir se faire un nom, elle va pouvoir se créer une réputation. Fait que pourquoi elle refuserait ça? Effectivement. Et par la suite, comme je dis, est venu plusieurs lutteuses. On a eu Lita, qui est arrivée par la suite, Oui. qui est justement, Lita et Trish ont eu, mais quelle merveilleuse rivalité. Les premières, si je ne m'abuse, à être un main event au cours d'une soirée Raw, de Ou je crois mémoire, que oui. Je crois que tu as raison. Oui, oui, en tant oui. que femme. Donc, ils ont eu vraiment une excellente rivalité. Et par la suite, comme je dis, plein de femmes se sont greffées et ont apporté leur talent à la division. Et c'est ce qui a été vraiment, vraiment bien. Parce que ça l'a, à ce moment-là, redoré quand même beaucoup le titre féminin. Jusqu'à moi, personnellement, ce que j'appelle le retour au Dark Day des femmes, lorsque une deuxième ceinture est apparue. Ah, ouais, mais là, tu sautes bien les étapes, je te dirais, Ah là. oui? Oui, Ben parce que. vas-y. C'est parce que. Là, à travers tout ça, tu as également eu quand même des bonnes lutteuses, mais qui n'ont pas eu leur chance. Je m'explique. Je m'explique. En fait, je vais donner le meilleur exemple qu'on disait plutôt que si tu n'avais pas certains atouts que la W voulait que tu ailles, malgré ton talent immense, malgré tes atouts immenses, euh, tu, ok, tu perdais ton temps. Et si je parle de Victoria, Oh mon Dieu. alias Lisa Mary Veron, alias Tara Tierney. Mhm. Est-ce que C'est j'ai. vrai. Est-ce que je te laisse commencer ou ben je commence parce que Vas-y. c'est un coup de cœur pour moi parce que tu sais, on a beau dire, tu sais, les gens aujourd'hui quand on parle de bonnes lutteuses, ils vont parler de AJ, mais ça, on va en parler plus tard. Ils vont parler également de, peut-être pas de Tori Wilson, mais genre peut-être Mickey James, mais ça, on va y parler plus tard. Malgré tout, je trouve que, et c'est pas juste le fait que c'est une de mes femmes préférées, parce que oui, c'est une de mes femmes préférées, Lisa Marie Veron, je rappelle, Victoria de la WWE, elle, ça laisse faire ses affaires. Elle avait une super de belle lutte, elle avait des super de beaux costumes, elle avait un charisme écœurant. Elle avait vraiment lutteuse. Elle luttait comme si elle luttait ses adversaires comme si elle luttait des hommes. Mais, tu sais, elle a le background qui va avec. Le problème, c'est qu'elle a refusé de se faire monter les seins. Fait qu'elle a jobé. Elle a jobé.
elle a jobé. Et elle avait pas d'affaire à jobber. Mais elle a jobé. Parce qu'elle a refusé d'être une pseudo-popoune salope qui, dans le fond, est le Dark Age que tu commences à dire. Effectivement. Donc, c'est vrai que Victoria, à un moment donné, ils ont comme pas eu le choix aussi. Là. Ils ont fini par donner une rivalité avec Trish, ce qui avait été très très bon en fait. Là. Elle avait été solide à ce moment-là. Mais elle a vite redescendu et c'est là qu'elle s'était retournée et qu'elle avait fait bon, ben j'en ai assez, je m'en vais à la TNA. Une fois que son contrat est fini, oui. Mais en fait, ça a pris un peu de temps avant qu'elle ait été TNA. Elle a quand même fait. Elle a quand même été un bout. Oh, elle a resté longtemps. Non, mais un Euh, bout sans rien faire, je veux dire. ah, ok, très possible. Je sais pas ça par contre. Elle a été. Je vais faire les confirmations sur le Wikipédia. Mais de mémoire, c'est ça. Elle a. Je pense que c'est ça. Ok, c'est confirmé. Elle s'est essayée dans le MMA pour femmes. Puis. Ça, elle est juste revenue un soir en avril 2009 pour WrestleMania 25. Puis elle puis elle est éliminée pour elle par les Bella Twins, de Oh, ce que je lis. Mais sinon, son dernier combat, ça a été en deux. C'est ça, c'était dans à peu près. C'était en début 2009. Fait que, puis elle a commencé à TNA. Ah non, t'as raison. Elle a commencé tu sais, dans le fond, à part pour WrestleMania 25, elle a été 5 mois sans rien faire, puis elle était après à TNA, t'as raison. mhm. Une autre lutteuse dans le même style de Victoria, on peut parler de Beth Phoenix. Oh my god, tellement vrai. Bon, Beth Phoenix, à part qu'elle était blonde, fait que pour le public justement caucasien américain, les blondes attirent plus que les brunettes. Moi, je suis pas d'accord, mais ça, c'est juste moi. Qui suis-je pour énumérer une opinion, hein? Effectivement. Mais Mais le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. Donc, Beth Phoenix. Beth Phoenix, qui, elle et tout, avait énormément de talent dans le ring, mais avait des grosses lacunes au niveau charisme, surtout. Oui, hein? Oui, Elle avait effectivement. vraiment de la Ou difficulté à le connecter micro. avec la foule. C'est pas une personne qui est capable de vendre ses feuds à travers le micro, mais c'est effectivement une très bonne lutteuse. C'est ça. Il y a eu Michelle McCool, qui, elle, a été poussée un peu grâce à son chum, elle aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Il y en a eu plusieurs, on s'entend. Il y a eu Jazz. Mon Dieu, son vrai nom, c'était quoi déjà? Je sais ça tout de suite dans pas long. Mais tu sais que je Mais parle? je sais très bien, je sais rien qui te parle. C'est une fille, ça, c'est une femme que j'ai suivie dans ses débuts à la ECW. Je te dirais même que plus tard dans le podcast, on peut en parler. ECW a quand même donné c'est un peu une lame à double tranchant. ECW a donné une importance à la lutte féminine, sauf que. Fait que là, on peut revenir à Jazz. Jazz, c'est Charlene Denise Moore. Euh, c'est, c'est, c'est en fait, c'était quoi, toi, que tu voulais parler à propos de Jazz, à part le fait qu'elle est quand même excellente comme lutteuse? Ben, c'est une autre que justement, un peu à la manière de Beth Phoenix et Victoria, qui avait malheureusement une lacune au niveau du charisme. Je sais pas ça, parce que c'était facile de la prendre elle de la prendre elle au sérieux. Non, faux, je recommence. C'est un petit au contraire de la prendre au sérieux parce que elle était petite, mais elle n'avait dedans. Oh oui. Elle n'avait dedans, mais, mais elle avait moins de misère avec le public que Beth Phoenix. Beth Phoenix tu vois qu'elle était gênée. Hmm. Ça Ça, fait oui, qu'elle était ça, je suis d'accord. quand même relativement gênée. Jazz, comme je viens de provenir à Jazz, qui est une autre, excuse-moi, qui est une autre, qui est une autre, tu sais, pas une phénomène, mais une passionnée de la culture, du culturisme, tu sais, assez quand même, j'ai ses stats quand même 5 pieds 4, c'est quand même pas grand, mais si on sait à TNA, tu sais, pas TNA, mais ECW était
surtout pour le public de ECW, elle n'a pas été acceptée parce qu'elle était une ultra belle pitoune salope, ça. Comme je dis, ECW, on va essayer d'en parler plus tard. Mais ça change pas le fait que c'est ça. Jazz, parce qu'elle elle dit qu'elle est capable de te botter ton cul, mais aussi c'est parce qu'elle est capable de te botter ton cul. Ça, c'est sûr. C'est ça son gabarit. Pour tandis que Beth Phoenix, on va revenir à Beth Phoenix 30 secondes. Beth Phoenix, elle aussi était une fan de la musculature, mais qu'est-ce qui arrive avec Beth Phoenix, c'est que, encore une fois, c'est plus sa gêne. Sinon, de Glamazon, sa gimmick est également forcée. Tu vois qu'elle était pas si à l'aise que ça avec même sa gimmick. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est juste faire de l'argent. Je veux dire, ici, on parle d'une fille que s'est fait entraîner par un dude. Le dude, elle a marié le dude. Et quand la WWE l'a appelé, elle a divorcé avec le dude. Pour finalement se retrouver avec Edge et avoir un enfant avec Edge. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Non, Edge et Adam Copeland et Beth Phoenix ont une fille. Je pense qu'ils ont une fille depuis maintenant 2 ans. Son nom, c'est Lyric. Apparemment, ça super bien leur truc. More power to them. Pour revenir à Jazz. Jazz, qui, en plus de ça, était petite. Elle avait du caractère. C'est ça, en fait, qui la distingue de Beth Phoenix. Jazz a du caractère. A toujours su démontrer du caractère. Ça, c'est sûr. Euh, pour continuer avec ce qu'on disait tout à l'heure, en gros, ce qui est arrivé pour toutes ces femmes-là, qui malheureusement avaient certaines lacunes d'une manière ou d'une autre, eh bien, elles se sont fait shipper à SmackDown et ont eu un nouveau titre à elles, qui était le titre Diva. Oh mon Dieu. Un papillon! Oui. Et c'est encore un papillon. J'ai hâte qu'il change ça. Un foutu papillon. Exact. Et honnêtement, je me rappellerai toujours de voir Ara, le titre WWE, avec toutes les grandes femmes, Trish Stratus, Lita, toutes les femmes avec énormément de talent, qui étaient complètes, et de l'autre côté, les restants. Et que ça faisait dur. Mon Dieu, les restants. C'est ça pareil. Ou justement, les Michelle McCool, qui avait pas assez de talent pour être championne WWE, mais puisqu'elle était mariée avec le bon gars, a eu le titre Diva pendant très longtemps. McCool aussi avait un certain charisme. Son athlétisme était à chier. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à un moment donné, même avec Layla. Pour faire les cool. Pour faire les cool. Et un peu rivaliser avec les Beautiful People. Ben oui, c'est sûr que c'était ça, mais WWE vont dire non, c'est pas ça. Mais non, pas ça. WWE, j'aimerais vous dire que Angelina Love et Velvet Sky l'ont comme 100 fois mieux la gimmick que Michelle McCool puis Layla. Dans vos faces. On parle d'une autre paire de manches. Là. On s'entend Velvet Sky. Angelina Love. Elle et tout, c'est un duo. On a Velvet Sky qui a pas la meilleure lutte, mais un charisme de fou. Ouais. Et vice-versa, on a Angelina Love qui, elle, avait une excellente lutte. Et qui avait quand même un très bon charisme. Moins que Velvet, mais quand même. Il se complétait très bien. Et la gimmick était beaucoup plus bien construite, ce qui aidait énormément aussi. Mm-hmm. Mais pour revenir, c'est ça, donc à Les Cool, ils ont longtemps dominé la Diva Division du côté SmackDown. Mais ça, c'est comme les Bellas présentement. Est-ce que tu y crois, toi, personnellement? Moi, j'ai jamais vraiment cru que McCool pouvait était crédible. Layla un peu plus, mais tu sais, quand je peux te dire ça, non, j'avais joué bien de la misère avec Michelle McCool puis Layla. Ensemble, oui, ça peut faire une bonne game, mais tu sais, quand tu comprends d'où c'est que ça vient, tes gens-là, mais c'est du réchauffé. C'est du réchauffé, c'est surestimé, mais... On n'est plus dans les années 80 pour que la WWE puisse copier quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Mais eux autres pensent que oui. Puis je te dirais qu'effectivement, la division féminine a eu beaucoup de. A eu beaucoup de coups. A eu beaucoup de dommages à cause de cette mentalité-là.
Et Plus que ça les l'a hommes. Et à un certain point, ça l'a même rempiré. Quand que justement, certaines femmes ont décidé de prendre leur retraite, Trish, Lita, encore une fois, je reviens encore à elle, mais ils ont longtemps soutenu sur leurs épaules la Women's Division. Mhm. Et là, ils commençaient à manquer de femmes, et bien, ils ont fait disparaître le Women's Title Oui, c'est vrai. en 2010, très précisément, après 54 ans d'existence. L'autre problème, c'est parce qu'il y avait vraiment des femmes qui pouvaient transporter euh, ou donner un intérêt pour la division féminine, un peu comme la division par équipe. Il fait un bout que les deux divisions avaient zéro intérêt, just because. Et malheureusement. Et c'est plate parce qu'à partir de ce moment-là, on est un peu replongé dans le caca qui était les années 90 pour les femmes. C'était devenu encore une fois une espèce d'attraction. Ils sont là juste pour être belles. Et c'est tout. Ouais. Jusqu'à ce qu'arrive AJ Lee. T'es pas d'accord? Non, mais en fait, non, j'aurais plus tendance à dire que pour chaque Trish Stratus, t'as toujours. Pour chaque Fable, t'as toujours une Trish Stratus. Comme dans le cas comme dans le cas récent, pour chaque Michelle McCool, mais je pense que ils sont pas de la même époque. Pour chaque Michelle McCool, t'as une AJ Lee. Ou une Mickey James. Parce que Mickey James, qui elle aussi était pas si belle que ça, mais elle avait un talent fou. C'est que, au moins, pour le de WWE, c'est qu'ils essaient de compenser à travers leur marde un peu l'envers de la pomme pourrie, la seule pomme pourrite qui pourrit tout le panier de belles pommes que tu cueilles dans une cueillette de pommes. Dans WWE, c'est comme s'ils essaient de faire que oh ben là on a plusieurs pommes pourrites, mais on a juste besoin d'une bonne pomme pour que ça soit pour que toutes nos pommes pourrites soient bonnes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça fait que là-dessus, t'as effectivement quand même une bonne poignée euh, de lutteuses qui ont su bien se mettre en valeur, que la W a su bien mettre, comment dire, bien exploiter non seulement à leur bénéfice, c'est sûr, ils sont là pour faire de l'argent, mais également pour essayer d'attirer le public féminin, parce que maintenant c'est plus l'attraction, la WWE, division féminine, c'est quand même pour attirer le public féminin, essayer de rejoindre le plus de personnes possible. Et c'est correct de faire ça. Effectivement. À ce moment-là, on a eu les Ashley qui se sont greffés. On a eu qui d'autre qui a été greffé par la suite? J'y étais un petit peu trop tôt pour parler pas de AJ, mais de Paige ou des fans de Oh non, NXT. c'est ça. Fait que, mais c'est parce que en même temps, il faut y aller avec ce qui est mémorable, parce que je m'excuse, mais euh, vous voulez qu'on parle d'Alicia Fox, puis vous voulez qu'on dise qu'elle est bonne. Moi, on va raconter une histoire. C'est qu'Alicia Fox peut être bonne. C'est bien ça le pire. Elle peut être bonne, Alicia Fox. Mais elle suit trop ce qu'on lui dit de faire. En Amérique, elle est. T'es la belle femme, très très belle femme de couleur sombre, de couleur noire, pardon. Et tu même des petits airs de Rihanna. Alors, tu vas être une belle et tais-toi. Mais je peux te garantir que la WWE, pour s'éviter de se faire lancer des tomates, s'il va en Angleterre, et bien là, Alicia Fox, soudainement, elle devient une très bonne lutteuse. Très fort probablement. Parce que la W sait très bien qu'en Angleterre, euh, des femmes qui sont sur un ring, les Anglais s'attendent à ce qu'ils savent lutter moindrement. C'est pour ça aussi dans le cas d'Alicia Fox et de d'autres personnes, ils font des mix, pas des mix, mais ils font des tag team ou des six-woman tags pour également couvrir leur faiblesse. Mais pareil.
Et en tout cas, comme je dis, moi, personnellement, la diva a repris de ses couleurs, surtout quand AJ Lee est arrivé. Parlant de ça, je vais peut-être parenthèse avant qu'on parle des Jelly. Moi, toi, qu'est-ce que t'en penses qu'on a échangé le titre des femmes pour combiner avec le titre des divas et que, tu sais, tu sais, une femme, c'est plus une femme, c'est une fucking diva. What the fuck? Voilà. Je suis pas d'accord, j'attends juste qu'ils ramènent le titre des Women's, ben honnêtement. Ils feront pas ça. Ils ont tellement mis dans la gorge que maintenant une femme est une diva, que jamais ils vont revenir, ils vont ramener le titre féminin ou le titre des femmes. Parce que dire titre de femme, c'est trop, comment dire, c'est trop commun, c'est pas assez extraordinaire. Je suis d'accord avec eux autres pour dire que diva, le nom c'est extraordinaire, mais en même temps, ça revient un peu à ça joue au yo-yo, dans le fond, on pourrait dire ça. Ça rabaisse la valeur de la femme autant que ça rabaisse la valeur de la femme autant que ben en les faisant passer pour des cruches, ben au moins ben ils sont quand même mis en avant-plan, tu sais, fait que endurer. Ni. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est plate pour ça. Je suis pas d'accord, mais gars. Que veux-tu? T'es pas d'accord avec quoi? Ben, avec ça. Parce que. T'es pas d'accord avec ce que j'affirme ou t'es pas d'accord avec. Je suis d'accord avec ce que tu affirmes, mais je suis pas Ok. d'accord avec le fait que ce soit ça. Honnêtement, surtout présentement, là, avec la Diva Revolution qui se passe présentement. Là. Mhm. Honnêtement, je veux dire, quand tu regardes Paige, tu regardes Charlotte, tu regardes Sasha Banks, tu regardes toutes ces femmes-là qui ont énormément de talent, Becky Lynch, et puis il y en a Ouais. d'autres qui sont Bailey. Personnellement, j'adore Bailey. Et elle a un J'ai un peu charisme. de misère avec Bailey, moi, encore. Un petit peu. Pourtant, elle a un très bon charisme. La foule embarque à fond et elle a une gimmick qui est autant jamais vue que déjà vue. C'est bien travaillé. J'apprécie beaucoup Bailey personnellement. C'est sûr que c'est pas elle qui a la meilleure lutte dans la gang. Ça, je suis bien d'accord. C'est Même pas si elle, ça mon si elle a du talent. problème. C'est. Les fois que j'ai vu Bailey, j'ai ressenti comme une espèce de malaise. Et c'est pas juste du fait que sa gimmick est supposée d'être une fille go-lucky, happy, slash nerd, slash hippie. C'est. Me semble qu'il y a de quoi qui marche pas avec son attitude vis-à-vis à comment qu'elle se projette elle-même. Peut-être. C'est un petit peu ça que. C'est ça qui me tape un peu à propos de Bailey. Euh, mais en tout cas. Mais tout ça pour venir au Oui. point que présentement, avec les femmes qui entrent en jeu, moi personnellement, je suis désolé, là, mais non, c'est fuck les divas. On est de retour au fait qu'ils sont plus là juste pour être belles. Ils ont énormément de talent. Donc pour moi, Là, on honnêtement, ça parle. devrait revenir à la Woman's Title. Mais bon. Encore une fois là, tiens, c'est drôle qu'on on parle de ça. Je viens d'avoir un flash. Comment s'appelle le titre féminin de la NXT? Knockout. Non, NXT. Ah, NXT, excuse-moi. C'est Women's, me semble, de mémoire. C'est effectivement la NXT Women's Championship. Fait que c'est quand même Un bon début. un bon début, tu sais. Puis, puis pour revenir à ce qu'on disait, c'est peut-être ça que justement, c'est. Que la et puis même la perspective féminine a besoin dans la lutte, c'est de venir un petit peu aux sources avec les Paige, les Bailey, excusez-moi, Sasha Banks. Pour l'instant, je m'excuse, ma lutte préférée, c'est Sasha Banks. Et comme, Présentement, je suis d'accord. Sasha Banks, c'est celle qui a le plus de talent et qui a le plus de charisme. ah, c'est écœurant, Sasha Banks, mais ça, on va en venir un petit peu plus tard. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, on dit qu'NXT, c'est la lutte de demain. Le nom du titre du titre féminin de la NXT, c'est quand même NXT Women's Champion. Fait que finalement, pour changer mon argument de tantôt, je vais être d'accord avec toi. Il y a peut-être un espoir quelconque. On va espérer. Tandis que, écoute, je trouve ça un petit peu injuste de dire que la Diva Revolution a commencé récemment. Parce que me semble que ECW a capitalisé sur ça il y a à peu près 10, 15, 20 ans. Non, ouais, c'est à peu près ça. Pas encore 20 ans, mais presque 20 ans.
Puis encore, puis un petit peu plus à cause de la visibilité, TNA. ECW a commencé, ont été les premiers à combiner les belles bimbos, d'accord, mais la condition d'être une belle bimbo et de travailler pour ECW, fallait également que tu saches prendre des coups, fallait également que tu saches, dans le fond, que tu as une base de, si on veut, de lutte. À quelques exceptions près, parce que euh, je te donne un exemple. Sony, qui a aussi été de passage à AEW, comme était de passage à bien des fédérations, on va parler de Smoky Mountain Wrestling plutôt. Sony, écoute, elle a jamais en tant que telle pris de bombe de sa vie. Elle, c'était principalement manager ou principalement arbitre, parce qu'elle a déjà arbitré des combats. Ce, en revanche, la plupart des créations, entre guillemets, si tu veux, de la ECW, on parle de Beulah McGillicuddy, on parle de Francine Fournier, on parle de Kimona Wanalea, on parle de Jazz est passé par là, avec Danny Doreen puis Roadkill. Lita a passé par là quand elle était connue comme étant Miss Continuity. Écoute, ECW a quand même là-dessus a permis, bien avant la WWE, à donner une explosion aux femmes en tant que non seulement ce sont des femmes qui sont belles, mais qui peuvent avoir de la personnalité. Parce que c'est également un peu ce que la public de Philadelphie voulait. C'est bien fort d'avoir des gros seins puis des fesses bombées. Mais si c'est tout ce que tu montres, là, tu as besoin de le faire une fois, puis ensuite de ça, next! Pour reprendre ce que Hey, tu dis c'est ma toi-même. ligne, ça! Ok, ça va rester ta ligne. Fait que, tu sais, là-dessus, pas TNA, mais ECW, je répète, qui est quand même fermé officiellement fin de printemps 2001 environ. Paul Heyman a quand même su arriver et dire euh, entre guillemets c'est de la merde, mais je te parie que je peux rendre cette merde là puis en faire de l'or. C'est sûr, mais qu'est-ce que Paul Heyman n'a pas été capable de prendre comme marque et le transformer en or? December to Dismember mais ça c'est surtout à cause de Vince McMahon, pas à cause de Paul Heyman lui-même, parce que Non, il n'y avait pas de liberté avec l'histoire d'horreur de ECW, December to Dismember, c'est Paul soumettait des bookings qui allaient être écœurants. Vince a dit non, je veux pas ça. Non, c'est pas bon. Non, je veux pas ça. Bla bla bla. Fait que tu sais, il n'y avait pas de liberté. fait que tu sais, il y a eu beaucoup de contrôle. Il y a eu beaucoup de contrôle pour finalement donner de la merde. Pour donner de la merde contre Surrey. Parce que quand même, Paul Heyman travaille pour la WWE, fait que il devait quand même suivre les stipulations de son contrat qui était tu me bookes pour ECW puis tu rabaisses ton propre produit, ce qui est peut-être très dur pour lui. Mais tu sais, moi personnellement, je donne crédit à Paul Heyman d'avoir mis à l'avant-plan, dans le fond, la préambule de la Diva Revolution qui était à peu près ça, 15-20 ans. C'est quand même, je veux dire, il y a eu beaucoup de. Paul Heyman a quand même réussi à faire quelque chose avec la nouvelle ECW. Là. On s'entend, surtout au niveau des divas. Je veux dire, c'est quand même lui qui a créé Kelly Kelly. Oui, oui, absolument. Et elle a été importante longtemps. Je veux dire, elle a été quand même championne diva à plusieurs reprises. Elle avait un talent quand même assez présent. Mais si ça n'aurait pas été des idées de Paul Heyman, un peu. elle n'aurait pas eu la même importance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si Paul n'avait pas travaillé sur elle, t'as peut-être raison. Moi, je trouve personnellement que Kelly, elle a un talent un peu, je dirais pas limité, forcé, un peu, peut-être. Peut-être. Mais c'est quand même une autre réussite. Parce que cette fille-là n'aurait eu juste rien si ça n'aurait pas été de Paul Heyman. Le peu de talent qu'elle a été capable d'aller chercher, le peu de connaissances pour être un minimum crédible, c'est Paul Heyman qui l'a fait. C'est Paul Heyman qui a créé Kelly. Ouais. Donc, je veux dire, même s'il y avait
pas grand-chose à travailler avec dans ce temps-là, il a quand même fait de bonnes choses malgré tout. Tu parles de Paul Heyman, là? Oui, je parle de Paul Heyman. Ouais, non, c'est difficile de... CM Punk, Oh. mais là, on change de sujet. Non, c'est ça par rapport, moi, je vais plus dire... Paul Heyman, c'est ça. Fait que, tu sais, Paul Heyman, qui, lui, au même titre que Vince Russo, en même temps, dans le cas d'Heyman, c'est qu'il comprend il comprend un aspect important que Vince McMahon lui-même ne comprend plus, la perspective de public. Il comprend que ce que les gars veulent, oui, c'est des belles femmes, mais fuck, c'est de la lutte. Alors pourquoi ne pas transformer, un peu au même titre que Kelly, ces femmes-là en lutteuses, ou au moins en des personnes qui peuvent faire des spots, puis qu'il n'y a plus de danger pour, exemple, Tommy Dreamer qui fait un marteau pilon sur Beulah McGillicuddy. Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis, la vraie Diva Revolution, selon moi, même si présentement on a une bonne Diva Revolution, ça a commencé plus par Paul Heyman puis ECW. C'est quoi? Qu'on parle plus de la Diva Revolution, parce que j'aurais un commentaire à émettre, puis je vais me faire ton opinion là-dessus. La Diva Revolution, je la trouve dégueulasse sur un seul point majeur. C'est que ça a commencé il y a quelques mois, il y a comme, un peu comme dans le jardinage, tu mets un noyau, tu le traites un petit peu et t'attends que ça fleurit. Celui qui a commencé à mettre noyau, c'est AJ Lee. AJ Lee qui a commencé à tweeter Stephanie McMahon avec le hashtag Give Diva a Chance. Effectivement. Ça, c'est totalement vrai. Et comme de fait, regardons ça. AJ Lee fait ça. C'est la femme à CM Punk. Fait qu'on va s'en calisser. On va s'en foutre. On va la mettre de côté puis ignorer ça. Puis par la suite prendre le crédit nous-mêmes. Alias Triple H et Stephanie McMahon. En mettant AJ Lee de côté. En l'écœurant un petit peu. Et effectivement, c'est entre guillemets réussi parce que AJ Lee a quand même quitté peu après WrestleMania, mais après avoir fait son match. Et ensuite, après un certain temps, AJ Lee est plus pertinente pour le public. Ok, go, on va faire la Diva Revolution! Ça, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas eu juste ça comme hypocrisie de la part de la WWE au niveau d'AJ Lee. Là. On s'entend, là, je l'ai encore à travers de la gorge, le maudit bitage du plus long règne. Là. Non, je l'ai encore au fond de la gorge, puis il est pris là, puis il va rester pris là longtemps. Oui, je mais... ne prends pas que Nikki, juste parce que c'est la femme à John Cena, qu'elle aille été prendre, puis juste pour nous faire chenoute, là, une question de quelques jours, là, tu sais. Ils font si près, là. Ils font perdre la belt dès qu'ils en ont l'occasion tout de suite après. C'est des enfantillages. C'est n'importe quoi. Mais c'est comme je dis, moi, mon opinion là-dessus, c'est que oui, effectivement, la Diva Revolution a commencé bien avant qu'on parle de Diva Revolution. Même si on parle pas d'AJ, même là-dedans, quand la NXT a eu la NXT Women's Title, encore là, ça a été déjà une importance de plus pour les femmes. Puis c'est là que ça a réellement commencé à avoir de l'importance. Les femmes de la NXT ont donné tout un show au point ils ont été très souvent durant les takeovers en semi-finale. Et là, le NXT Takeover de ce soir, quand on est mercredi, le NXT Takeover, mon Dieu, j'ai un blanc sur le nom. En tout cas, Respect. C'est Vengeance ce soir. Respect? C'est pas Respect? Respect ou Vengeance ce soir? Respect. Je suis pas mal sûr. OK. C'est le main event, c'est un Iron Lady match entre Bayley et Sasha Banks. Oh yeah. Donc, en tant que tel, la vraie Revolution, oui, c'est AJ. Elle a pris une importance à la NXT, puis ça l'a mené à ce qui est arrivé il y a quelques mois, en réalité. Donc, tout ça pour dire que moi, je connais pas beaucoup la ECW. Enfin, je peux pas parler pour la ECW, malheureusement. Okay. Donc, tu me dis que pour toi, ça a commencé là. C'est possible. Je veux dire, comme je dis, j'écoutais pas la NXT, la ECW, excusez-moi, au début.
Donc, j'en ai aucune idée. Mais la Revolution, malgré tout, a commencé bien avant ça. Mhm. Moi, quand j'écoutais la TNA, j'étais plus un TNA guy pendant un bon moment. Dans le temps que Euh, c'était fort aussi, là, on va pas se le cacher. Écoute. quand la Knockout Division a vraiment été développée avec Gail Kim, avec Awesome Kong, qui était incroyable. Awesome Kong, moi, je continue à dire que c'est une femme qui n'a pas assez d'exposure et qui mériterait énormément. Elle n'a pas eu un beau temps à la WWE, malheureusement. J'ai trouvé ça très dommage. Hmm. Donc, et comme on parlait tout à l'heure aussi d'Angelina Love et Velvet Sky, il y en a eu plein des knockouts qui avaient énormément de talent et qu'elles ont été à la TNA primordialement parce que on lui a pas laissé leur place. Non. Ce qui mais excusez-moi pour ce temps-là. Ce qui quand même donner un peu de crédit justement à TNA. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve aussi que TNA ironiquement grâce à Vince Russo, ironiquement grâce à fucking Vince Russo, TNA a su capitaliser sur quelque chose de bon avec ses femmes. La Knockout Division à un moment donné, c'était tellement hot que c'était plus hot que celle des hommes. C'était super intéressant, c'était super hot. On parle de ça on parle des pionniers, on parle des Beautiful People. Faut pas non plus oublier les Gail Kim, Awesome Khan. Moi j'aime beaucoup également Hayako Hamada. Sauf que si c'était pas du fait que Hayako Hamada, c'est surtout la langue qui l'a beaucoup nuit dans son cas. Tara, je veux dire, après tout, TNA, c'est un peu comme la WWE, les entre guillemets rejects de la WWE se retrouvent à TNA. Mais quand même, il y a. Mais quand même, la Knockouts Division de TNA a quand même connu une très belle effervescence. Les gens payaient pour voir à un moment donné la Knockout Division, qui, je rappelle, ironiquement, c'est surtout été travaillé comment ça s'appelle? Grâce à fucking Vince Russo. Je veux dire, on peut pas faire juste des mauvais coups à un moment donné dans une vie. Ben, Vince Russo serait capable de faire des mauvais coups au nom de la controverse. Il Ah, ça, serait c'est sûr. fucking capable. Ah, ça, c'est sûr. Mais comme je dis, il pouvait pas juste faire des mauvais coups. Fallait bien qu'il en réussisse quelques-uns. Ouais, mais puis au moins, à son crédit, au moins, il a réussi à faire. À mettre en évidence la Lancôme Division. Encore une fois, par exemple, un des gros problèmes de la Lancôme Division, c'est que oui, ben, la part des lutteurs savaient lutter, à part pour Charmel puis Karen Jarrett, et tant qu'à être Brooke Hogan, même si elle s'est pas vraiment impliquée, faut pas non plus oublier que la plupart des femmes, surtout ceux qui connaissaient un succès, euh, un plus grand succès, c'est comme à la ICW, c'était des bimbos. C'était des femmes à des gros seins et des fesses bombées. Mais qu'il y avait du talent. Au moins la plupart d'entre elles avaient du talent. Il y en a une, j'essaie de me rappeler, là, j'ai Toi, tu un penses gros sûrement à, blanc. toi, tu penses sûrement à ODB. Oui! Exactement. Je sais pas pourquoi que Venu de ma je tête. sais pas pourquoi que je pensais, pourquoi je savais que tu pensais à ODB. Je vais juste dire que ODB, elle, c'est parce qu'elle avait, elle, non, elle, d'accord, c'est une ancienne de Tough Enough, si je me rappelle bien. Mais plus important que ça, c'est que c'en est une elle a beaucoup de caractère, elle a une gimmick, elle se bat littéralement comme un homme, elle a, Elle a du guts. elle a beaucoup, Elle a pas peur d'aller jusqu'au bout pour sa gimmick. elle a aucun problème à se rendre ridicule, elle est divertissante, puis Puis il y a beaucoup de monde qui la trouve très belle. elle est pas spécialement belle. Personnellement, je la trouve belle. Je peux comprendre pourquoi que les gens ne puissent pas la trouver belle. Moi, je la trouve juste comme awesome. Je la Ah, trouve ça c'est juste sûr. hot, là.
Si tu me permets, Oui. si on s'en va doucement vers la clôture, j'aimerais dire deux petits trucs. Laquelle? De un, je confirme que c'est Respect, TNA Takeover Respect, Ah, ok, le c'est prochain. bon. De un. De deux, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Je sais pas si tu écoutes la NXT beaucoup, Mhm. mais il y a une nouvelle woman qui est arrivée dernièrement et que j'ai énormément hâte de voir Ah lutter. bon? Kanako Urai. Kana, Ah, Kana, mesdames et messieurs, oui, Kana, effectivement. qui s'appelle Asuka à la Non, NXT. ça c'était sûr qu'elle allait changer son nom pour une affaire aussi, ou générique comme Asuka ou Akira, parce qu'en passant les noms japonais ça peuvent généralement être appliqués autant pour les hommes que pour les femmes. Quoique une Asuka, généralement, c'est pour les femmes. Et quand un rapport, habituellement, je suis étonné que ce ne soit pas Asuko, parce que des fois, parce que de culture, au Japon, chaque femme finit par, tu prononces un bout de son nom et tu finis par dire ko, qui est généralement un signe d'importance et affectif pour le mari ou le chum. Donc, c'est ça. Je Apparemment, pense. j'ai pas vu Kana. J'ai pas vu Kana, mais Ah, mon apparemment, Dieu. Son c'est. arrivée, c'était mémorable. Je vais Apparemment, m'en c'est quelque rappeler. chose. C'était beau, là. Elle arrive pour signer son contrat et t'as, si je me trompe pas, Dana Brooke et. Comment qu'elle s'appelle? Celle qui a été à la WWE pendant un bout avec Santino Marella, qui dansait avec les mains sur les côtés, là, Ah, tu qui parles l'ont d'Emma. renvoyé à NXT. Emma, tu parles d'Emma. Emma, c'est ça. Donc, si je ne me trompe pas, c'était Dana Brooke et Emma qui arrivent sur le ring, qui dit à Asuka, écoute, faut que tu comprennes une chose, ta place est pas ici. T'es pas tu mérites pas d'être ici, tu vaux Non. rien, Oh non. etc. Et il y en a une qui la slappe en plein visage. Et Moi, Asuka, ouais. qui a l'air toute détruite moralement, et Really? Parce que de laisse-moi ce que je finir. comprends, C'est- c'est que Kana est comme capable de même botter le cul de certains hommes, de ce que je Oh, comprends. Fait que c'est tellement qu'elle lutte sauvage quand elle veut. oh, très solide. Très, très, très solide. Mais justement, elle a l'air toute détruite. Et là, écoute les deux femmes, sort du ring, descend les escaliers et s'en va la tête penchée piteuse vers le Titatron et en plein milieu se retourne et te fait un de ces sourires remplis de malice, de vous êtes dans marde, mes Ah! tabarnak. Ah! Beautiful! C'était Beautiful! magique. C'était incroyable. Encore une que j'ai vraiment, vraiment hâte de voir plus se développer. Ça doit être un peu comme Kenta, qui a un talent fou, puis que ça a été long avant qu'on aille la chercher. Mais honnêtement, jusqu'à maintenant, j'aime son charisme. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir le futur avec cette personne-là et le futur en général de la Diva Division. Fuck off Diva, la Women's Division. Je savais lire un peu sur Kana, justement, et ça me fait vraiment rire parce que elle était l'université pour en multimédia. Et et une de ses jobs, c'est qu'elle a écrit pour le Xbox Magazine là-bas et elle était graphic designer pour des jeux de Nintendo DS et d'applications mobiles. C'est ça, j'étais pas au courant. Non, mais c'est quand je regarde son bagage, c'est quand même assez intéressant. Euh, mais qui est en même temps assez typique des Japonais, ce que je veux dire. C'est comme diraient mes amis, c'est les Japonais, il y a beaucoup, c'est une société qui est à haute pression, malheureusement. Mais en même temps, ça nous donne des personnes comme Kana qui. Tu sais parce qu'elle est japonaise, elle va travailler très très fort. Tu sais également que parce que c'était reconnu comme vraiment une des meilleures lutteuses dans le. Une des meilleures lutteuses dans le monde de la lutte. Ça va barder. Ça va Effectivement. fucking barder. Même sa reconnaissance, c'est que elle est reconnue pour étant son style stiff, qui inclut beaucoup de variétés de coups de pied et de soumission. Parce qu'au Japon, il faut savoir aussi que les lutteurs sont pas juste stiff parce que c'est pour le fun, c'est qu'elles sont stiff parce que c'est comme ça qu'elles ont été, entre guillemets, élevées. Elles ont été entraînées comme telles.
C'est ça. Et là, je sais pas si on a du temps pour parler du Joshi, si je le dis bien. C'est vrai, ça, je le dis très bien. Josie Puroresu. Qu'est-ce que du Joshi Puroresu? C'est la lutte féminine au Japon. Est-ce qu'on a du temps? Sinon, fuck off. On conclut. Puis on en Moi, parle personnellement, c'est l'autre parce que fois. j'écoute, tu me dis ça, puis je connais absolument rien à ça. Donc, tu peux dire ce que tu connais. Moi, je connais rien à ça. Oh mon dieu, c'est parce que Donc, tu éduque-moi. vois, ok, bon, ça c'est court, mais c'est carrément criminel que j'en parle, mais moi faire ça court pareil avant qu'on conclue, parce qu'on a quand même fait un bon topo sur le fait que tu sais, la lutte féminine, surtout on pense surtout de l'Amérique, d'accord? Ça a connu beaucoup de hauts et de bas. Il y a, malgré les hauts et les bas, ça demeure un intérêt pertinent pour le sport qu'est la lutte professionnelle. Maintenant, la lutte féminine, les lutteuses féminines, comme les lutteuses, autant aussi à l'opposé, les lutteuses mexicaines. Les lutteuses mexicaines sont, alors que les lutteuses mexicaines sont plus flashantes, les lutteuses japonaises, elles apprennent à vraiment, mais vraiment se battre comme des hommes. Vous pensiez que fucking Victoria, elle luttait comme un homme? Vous pensiez que Ivory luttait comme un homme? Vous n'avez rien vu des lutteurs japonaises. Et les lutteurs japonaises peuvent faire des belles affaires. À preuve, Kana. À preuve, Aja Kong. À preuve, à Hayako Hamada. À preuve, non. Awesome Kong. Awesome Kong, c'est parce que elle, Awesome Kong, elle a surtout connu une son succès au Japon. Puis, si tu parles d'Awesome Kong, c'est une affaire que je voulais juste en voir à la WWE à sa venue. C'est une feud contre Natalia Neidhart. Oh, ça aurait été merveilleux. Parce qu'ils ont déjà fait une feud. C'est que, bon, ok, d'accord. Natalia a réussi à faire un German suplex avec Bridge sur Awesome Kong. Je sais pas si vous pouvez y croire, mais oui, it's out there sur YouTube. Mais je suis pas sûr que la WWE voudrait que ça arrive. Mais ça change pas le fait que ça change pas le fait qu'une feud entre Natalia puis Awesome Kong ça a été écœurant. Maintenant, je pense que je peux poser la dernière question avant de clôturer. Ta lutteuse féminine préférée et la lutteuse que tu détestes qui t'attire le moins, Oh, qui te rejoint le moins. from all the time, là, All time. ma préférée, ça reste Lita. Alright. Autant pour sa beauté que pour son talent, j'ai été totalement charmé par cette femme-là. Et durant mon adolescence, j'en étais totalement fou. Donc, Lita, ma préférée, all the way. La lutteuse qui me plaît le moins, Ouais. mon Dieu, à part les Bella, là, les Bella, je suis juste. C'est peut-être le fait en plus qu'elle a été championne tellement longtemps. Non, mais Ça me dégoûte. c'était dégoûtant. Ça, c'est dégoûtant. Nikki Bella, honnêtement, je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Elle a beau essayer, elle ne fait pas bien ce qu'elle fait. Et elle est pas intéressante autant dans le Non. ring que quand elle a un micro entre les mains. C'est Elle a d'un ennui rien mortel. pour elle. C'est d'un ennui mortel. Là-dessus, je vais vraiment dire, à son crédit, par exemple, elle a un très beau Torture Rack Backbreaker. Nikki, je parle. C'est à peu près tout ce qu'elle a. Puis encore là, il est même pas si beau que ça parce qu'elle tombe sur ses genoux, elle tombe pas sur ses fesses, fait que ça a moins d'impact. C'est ça, j'allais dire. J'aime mieux celui à Abyss. Bon. Oui, effectivement. Moi, de mon côté, c'est Jackie ou Jacqueline Moore, qui était une des premières, sinon la première lutteuse de couleur noire, de couleur noire africo-américaine qui a connu un succès mondial en tant que lutteuse. Qui un peu au même titre que Jazz est vraiment fucking quelque chose et que mon dieu même à 50 ans a pas de l'air d'avoir a pas l'air d'avoir vieilli tant que ça, ce qui que je trouve cool. Elle a quand même très bien vieilli. Jacqueline Moore, elle a tu sais c'est le genre de tueuse elle aussi elle a tout près. On va juste pas parler d'elle parce que elle a été quand même mis de côté par la WWE, ce qui est dommage. À TNA, en tant que manager, elle a été
Elle a quand même, elle a quand même bien rené ses affaires. Avec James Storm, de Avec mémoire. James Storm puis Chris Harris dans les American Most Wanted. Mais dans sa lutte, puis son personnage, son caractère, c'était super intéressant à voir. C'était jamais plate. Elle n'a pas été elle a pas été une entraîneuse pour voyons, pas NXT, mais Tough Enough pour rien. Et la WWE, il a pas donné oh, mais comme Medusa, comme Landra Blaze, une ceinture Cruiserweight pour le fun de donner une ceinture Cruiserweight. Tu sais? Sinon, celle que tu détestes le plus. Un peu comme toi, j'ai tendance à dire vraiment Nikki Bella pour les mêmes raisons que toi. Michelle McCool parce que moi aussi je trouve que c'était une perte de temps totale. Euh, je peux pas dire Mayon. Mayon, je trouve que c'était beaucoup trop. Euh, beaucoup trop, même c'était très consciente de ce qu'elle faisait, du fait que 70 ans, puis elle se prenait comme si elle en avait 20 ans. Il y a un gars que Vince McMahon aime beaucoup, il y a un intérêt pour la télévision derrière ça. Sinon, je te dirais, tu sais quoi, je vais me donner mon choix et ça risque de te surprendre. Sable. Sable ou Sable parce on aime ça faire, on aime ça déconner ici au Québec. Ça a toujours été un des talents les plus surestimés, du moins côté lutte, dans le monde de la lutte. Elle a battu des hommes. Donnez-moi un Jackie Moore any day, qui elle est capable de battre des hommes. Elle est capable de battre des hommes, mais fucking Sable, non. Fuck off. Fuck off. J'ai plus de respect à ce moment-là pour Nikki Bella, parce que Nikki Bella, comme elle au moins, elle essaye de lutter. D'accord, elle a, comment elle s'appelle Sable, elle a un background en kickboxing. Sable, pour éviter de se faire censurer, elle a mis des. Elle a mis du body painting sur ses seins, sur ses boules. Hein? On va, tant qu'elle est dans le gag, on va continuer de taper dessus. Mais c'est parce que c'est du fucking eye candy, c'est fucking flavor of the month. Et ça nous a été avancé dans la gorge par notre fameux pervers favori, Vince fucking Russo. Mais bon, faut lui donner ça, elle a quand même fait vendre des billets. Ça, c'est sûr. Mais elle était surestimée. Très à surestimée. Quel prix? Oui, au prix de la carrière brillante de Mark Merrill. Ah, totalement. Tellement. Fait que bon, ceci conclut notre discussion sur la lutte féminine. Ça va être beau au montage tantôt. Fait que, ceci étant dit, toi, monsieur Richard Adam Gagné, est-ce qu'on peut te rejoindre? Pour me rejoindre très facilement sur la page Facebook entre quatre coins du ring, donc entre espace 4, le chiffre 4, espace coin avec un S. Donc j'ai repris du travail et du service sur la page Facebook. J'avais délaissé un petit peu durant un mois. Vilain garçon. Vilain garçon. Mais là, je suis de retour à 100%. Et donc, vous pouvez me laisser des commentaires et j'y répondrai de manière loyale. Sinon, aussi, vous pouvez envoyer des messages privés dans cette boîte-là si vous voulez plus nous parler à nous précisément. Sinon, vous pouvez me rejoindre plus personnellement sur le compte de Richard Adam Gagné ou de Demon Drake pour tous vos valeureux et gentils messages sur Pierre-Luc. C'est fin, ça! Sinon, pour toi, comment qu'on te rejoint, mon cher? On peut me rejoindre par antithèse@gmail.com ou yahoo.ca, le courriel officiel de Entre 4 coins du ring et le entre le chiffre 4 coin au pluriel @gmail.com. Je suis également celui qui s'occupe du Twitter entre le chiffre 4 coin au pluriel. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube pour ne pas louper aucun de nos épisodes de nos podcasts sur Internet où fréquemment on parle de nos prédictions des prochains événements et qu'on fait un retour sur ce qu'on pensait justement de l'événement et naturellement pour écouter des podcasts à thèmes variés centralisant sur la lutte. Alors, pour Richard Lam Gagné, ici Pierre-Luc Espanzo et on se revoit à un prochain épisode. Au revoir.